Merci aussi à tous les organisateurs et de leur initiative et de l'invitation. C'est donc sous le signe d'une dette à Camus que nous nous retrouvons aujourd'hui. Une dette politique, on pourrait même dire, comme ça a été évoqué à un instant, spirituelle, que nous lui devons, si nous prenons davantage la mesure de ce dont il s'est fait témoin. Une dette à l'homme qui supporta, non sans blessure évidemment, les railleries, les insultes, les acharnements à le disqualifier, pour l'isoler de la part de l'intelligence de gauche, qui était celle dans laquelle il baignait en même temps, et qui, après la guerre, a été ralliée massivement au communisme. Dette politique à l'homme du cycle philosophico-littéraire constitué la peste juste, l'état de siège et l'homme révolté. Cycle dans lequel il explora la question de ce que nous nommons aujourd'hui les totalitarismes nazis puis communistes, au moment même où, ailleurs, George Orwell par exemple en Angleterre, Karl Jasper en Allemagne, Hannah Arendt aux États-Unis, et les maîtres de l'école de Francfort, entre États-Unis et Allemagne, interrogeaient cette catastrophe. Cycle avec lequel il tenta de définir et de formuler, de défendre ce qu'était l'esprit de résistance quasi-ontologiquement. Cycle enfin, par lequel il sonda la biblique question rémanente au gré des événements et des égarements de l'humanité: où est-ce que l'homme se tient? Question en fait latente, constante, récurrente, qui traverse et sous-tend l'ensemble cette fois de son œuvre. Question séminale de tout humanisme authentique, mais l'humanisme de Camus, comme d'ailleurs celui d'Arendt ou d'Orwell, de Jasper ou de Horkheimer et Adorno, ne fut jamais un humanisme de Bigot ou de Migeot. L'éthique qui structure l'œuvre de Camus était bien loin d'être une morale de Croix-Rouge, comme Francis Janson osa dans les temps modernes le qualifier l'homme révolté à sa parution pour le disqualifier. Camus a toujours conçu, je regrette d'être en désaccord avec ce qui a été dit, qu'il pouvait y avoir des violences inévitables et acceptables. La révolution nécessite des mitrailleuses quand il le faut. Mais cette violence inévitable ne pouvait en aucune façon avoir affaire avec la terreur de masse à laquelle Lénine appelait, par exemple, à l'été 1918, donnant le là à la presse bolchevique, qui en septembre appelait contre les ouvriers révolutionnaires en grève contre le pouvoir bolchevique. Je cite Lénine: « Tuer les ennemis par milliers, à les noyer dans le sang, plus de sang possible. » Comme il disait, la Krasnaya Verda, l'exemple que je viens de citer. Donc une dette politique à l'homme qui posa que résistance et terrorisme, ce n'était pas la même chose, non au principe d'un pacifisme de mauvaise aloi, mais au motif de ce qui les sous-tendait, et à leurs conséquences et engendrements tangibles sur l'axe de la construction de l'humain dans le monde. Albert Camus notait dans un texte intitulé Sur une philosophie de l'expression, paru pendant la guerre, en commentaire d'une étude de Brice Parrain, recherche sur la nature des fonctions du langage, je cite Camus: « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. » Camus réactualisait là la formule de Socrate dans le Phédon. Une expression vicieuse ne détonne pas uniquement par rapport à cela même qu'elle exprime, mais cause encore du mal dans les âmes. Ma première donc observation portera sur l'entrée dans le champ sémantique du politique des notions de terreur et de résistance. D'après le dictionnaire historique de la langue française, l'usage du mot résistance, emprunté au latin resistere, apparaît vers le milieu du XIIIe siècle, dans le sens de s'arrêter, se tenir en face, faire obstacle à, s'opposer par la force à une personne qui fait usage de la force ou de moyens de contrainte, spécialement dans le domaine de la guerre. À partir du XVIe siècle, il s'emploie aussi avec une valeur politique, s'appliquant au fait de tenir tête à une autorité établie, à une limitation de sa liberté, et se dit de l'action de faire obstacle au dessein de quelqu'un. Ce sens politique a donné évidemment sous la Révolution française l'expression de droit de résistance à l'oppression, inclus dans la Déclaration des droits de l'homme. C'est dans ce fil
que le mot s'applique à l'action menée par ceux qui s'opposèrent à l'occupation de leur pays durant la Seconde Guerre mondiale et par métonymie qu'il s'emploie à l'ensemble des personnes appelées résistants, organisations et mouvements participants de cette action. Quant au terme de terreur, qui désigne une peur extrême qui bouleverse et paralyse, on le trouve chez Corneille, par exemple. Attila, la terreur des mortels et le fléau de Dieu. Il se dit aussi d'un individu dangereux, qui fait régner la terreur autour de lui. Mais c'est depuis la fin du XVIIIe siècle qu'il prend le sens de peur collective qu'on fait régner sur une population, un groupe, pour briser sa résistance. En désignant l'ensemble des mesures d'exception prises par le gouvernement révolutionnaire depuis la chute des Girondins en juin 1993 jusqu'à celle de Robespierre le 9 Thermidor, 27 juillet 1994. Robespierre l'avait défini ainsi: la terreur n'est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible. Le terme de terrorisme apparu dans la période qui suivit la chute de Robespierre est désigné à la politique de terreur des années 93-94. 1700, vous avez compris. Le mot prit le sens de l'emploi systématique des mesures d'exception, de la violence pour atteindre un but politique, de l'ensemble des actes de violence qu'une organisation exécute pour impressionner la population et créer un climat d'insécurité. Terrorisme et résistance sont donc entrés dans la sémantique politique moderne à la même période par la Révolution française. On retiendra néanmoins qu'il vient de s'inscrire à deux moments distincts de la période révolutionnaire. Résistance s'inscrit avant l'élimination des Girondins. Terreur est le fruit du comité de salut public jacobin. Pour la notion de résistance, tout est simple. Elle prend consistance dans le soubassement éthico-politique de la Révolution. Elle appartient à sa logique interne, émancipatrice et anti-tyrannique. Elle est congruente à l'universalisme et à l'humanisme de l'élan révolutionnaire de la première période. Sa scène originelle consonne avec celle des pères fondateurs des États-Unis. C'est celle de la sortie d'Égypte, comme métaphore politique de la délivrance de la tyrannie. Vous avez probablement en mémoire la représentation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, affichée et inscrite comme une représentation allégorique des tables de la loi. Je renvoie au musée Carnavalet, par exemple, à la toile de Jean-Jacques François Le Barbier. Pour la notion de terreur, les choses se compliquent, puisque c'est pour la supposée sauvegarde de la Révolution que les robespierristes reprennent à leur compte les attributs de la tyrannie tels qu'Aristote l'avait défini dans la politique. Le premier but des tyrans et la fin qu'ils poursuivent est de briser le moral et la force de leurs sujets. Ce faisant, un renversement se produit aux conséquences dramatiques. La tyrannie, pourvu qu'elle serve le dessein révolutionnaire, cesse d'être ce à quoi résister, mais devient un instrument de domination et d'oppression blanchi par l'idéologie qu'elle est censée servir. Dans la tradition marxiste, on a souvent tenu le 9 Thermidor, la chute de Robespierre, pour une sorte de restauration. En fait, c'est la terreur robespierrienne qui restaure le dispositif de la tyrannie. Par ce biais, c'est l'ordre de la libido dominanti, détouré par Saint-Augustin, voire même du latrocinium, le brigandage d'un désir sans frein et de la justice supprimée, qui est réintroduit massivement dans le principe révolutionnaire, avec pour résultat, comme le dira plus tard fortement Benjamin Constant, qu'on immole à l'être abstrait les êtres réels, qu'on offre au peuple en masse l'holocauste du peuple en détail. Résistance et terrorisme deviennent, à partir de la Révolution française, deux modalités combattantes du projet révolutionnaire, bien qu'elles soient en leur fondement antinomiques. La résistance sui generis fait objection et obstacle à la libido dominante. La terreur, elle, appartient pleinement à l'ordre de la domination et de la cruauté et contredit de facto les horizons émancipateurs de tout projet libérateur. La terreur est la signature du principe de tyrannie, elle est le signal anticipé de la politique à venir de ses tenants, quand bien même ceux-ci ne seraient pas encore parvenus à s'emparer des instruments étatiques du pouvoir.
Ma seconde observation portera sur l'évolution de la pratique terroriste depuis 1880 jusqu'à aujourd'hui. On connaît l'histoire de Galiaïev qui servit de sujet à Albert Camus pour sa pièce Les Justes. Galiaïev, qui devait tuer le grand-duc Serge Alexandrovitch, ne lança pas sa bombe lors de sa première tentative parce que la victime désignée était accompagnée de sa famille et qu'il était mal de toute évidence de tuer les enfants. De même, l'anarchiste italien Angelo Lillo n'abattit pas le premier ministre espagnol Cánovas pour les mêmes raisons lorsque la première occasion se présenta. Walter Laqueur, dans son ouvrage sur le terrorisme, rapporte que Dora Briand, une des révolutionnaires sociaux, confessait qu'il était plus facile de mourir que de tuer. Et Michael Walzer, dans son livre sur les guerres justes et injustes, relève d'autres exemples comparables, depuis l'Irak avant-guerre jusqu'au groupe Stern avant l'indépendance d'Israël. Cela n'empêchait pas, évidemment, qu'on les appelât déjà terroristes. C'était là, comme le commentait Walzer, une petite victoire pour les champions de l'ordre, parmi lesquels l'usage de la terreur n'est évidemment pas inconnu. De fait, il ne s'agissait pas de meurtre arbitraire, encore moins de meurtre de masse, mais d'assassinat politique.